Dans cette vidéo, on va s'intéresser à ce fameux critère énoncé dans Interstellar, celui qui nous dit que 1 heure passée sur la planète Miller équivaut à 7 ans passés sur Terre. Pour ce faire, on va commencer par comprendre pourquoi, de par la nature de l'univers dans lequel on vit, un tel phénomène temporel est théoriquement possible. Puis, une fois les bases assimilées, on tâchera de comprendre comment, plus concrètement, les scientifiques ayant travaillé sur ce film ont pu rendre réel ce critère. C'est-à-dire qu'on va voir les 3 paramètres clés sur lesquels ils ont dû jouer pour y arriver. Et enfin, une fois qu'on aura fait tout ça, on verra toutes les conséquences cataclysmiques qu'une telle dilatation du temps d'un rapport 60 000 engendrerait pour notre pauvre planète. Donc si la thématique du temps t'a toujours fasciné, si cette photo te donne le sourire, ou encore si tu veux mieux comprendre le code source de la matrice, les équations qui décrivent le monde dans lequel on vit aux grandes échelles, bah la vidéo devrait te plaire, car tout ça et bien plus encore, ça se passe aujourd'hui dans Spéculation. Que se passe-t-il quand 2 montres initialement synchronisées finissent par être séparées, l'une restant sur Terre et l'autre étant placée proche d'un trou noir? Eh bien ça on va le voir dans la vidéo, parce que c'est quelque chose qui se produit dans Interstellar. Mais avant tout, faut qu'on parle de ces montres. Ces montres qui m'ont été envoyées par Holzkern, une marque autrichienne que j'aime beaucoup parce que leurs designs sont très frais, bien identifiables avec le bois et les pierres, et à la fois assez classe je trouve. Ici la première c'est la montre Bob, elle est en bois de koa avec une touche de marbre vert, ce qui est assez original et qui peut vraiment bien ressortir associé à la bonne tenue. Et la seconde, elle a aussi des touches de bois et elle est dans le style acier inoxydable avec une finition couleur noire. C'est la montre Phobos, qui porte donc le même nom que la 2e lune de la planète Mars, et elle est issue de la Satellite Collection, qui justement est inspirée des corps célestes. Il y en a qui ont le nom d'étoiles, de lunes, enfin j'aime beaucoup l'idée. Après de toute façon, sur le site d'Holzkern, tu trouveras forcément ton compte. Il y a plein de modèles, toujours avec de très beaux matériaux, et il n'y a pas que des montres, il y a aussi des sacs, des lunettes, des bijoux, le tout pour hommes et pour femmes. Moi ils m'ont aussi envoyé ce collier, que je trouve vraiment cool, ça va le porter cet été avec mon petit maillot de Venise et on va être au max pendant les vacances. Bref, je vous invite à consulter leur site pour tout voir, d'autant que jusqu'au 16 juin, la marque propose quelque chose de très cool. C'est-à-dire que pour chaque achat, 5% de la valeur de votre commande sera reversée à 3 partenaires caritatifs, 3 institutions environnementales sélectionnées par la marque. Il y en a une qui œuvre pour un projet humanitaire au Sénégal, il y en a une qui s'investit sur le sujet de la nutrition, et enfin la dernière c'est des actions de protection animale qu'elle entreprend. Je trouve la démarche cool, ils sont pas obligés de le faire mais ils s'engagent parce que c'est des causes qui comptent pour la marque, et donc ils essayent au max d'y contribuer avec ce type d'événement. Et en plus, pour inciter à soutenir l'initiative, bah vous aurez 10% de réduction pour chaque commande avec mon code GOTABOR10. C'est jusqu'au 16 juin je vous le rappelle, donc faut faire vite. Le lien est en description bien entendu. Merci à Holzkern, on peut commencer. Dans ma première vidéo sur Interstellar, on s'était fixé l'objectif de reproduire le trajet de Cooper depuis la Terre, dans le but de voir comment la physique fondamentale pouvait expliquer certains des phénomènes que l'on observait. Parce que oui, comme on l'avait vu, un scientifique a bel et bien grandement contribué à l'écriture du film, et pas n'importe lequel. Kip Thorne, le prix Nobel de physique 2016 pour sa contribution sur les ondes gravitationnelles. Kip Thorne, il a d'ailleurs écrit un livre, The Science of Interstellar, qui est la source principale de cette vidéo. Pour une fois, j'ai la chance que ceux qui ont travaillé sur la science d'un film l'aient documenté, on va pas s'en priver. Bref, dans cette première vidéo, on avait donc tenté d'expliquer le début du voyage de Cooper, en parlant aussi bien du trou de verre qui mène vers l'autre galaxie. Est-ce que c'est un trou de verre? Des ondes gravitationnelles qui ont servi à le détecter. Nous avons commencé à détecter ces anomalies gravitationnelles il y a presque 50 ans. Ou encore des visuels de Gargantua, qu'on avait mis en parallèle avec 2 autres images bien connues. Gargantua? Le nom qu'on a donné à ce trou noir. C'est ainsi que notre voyage s'était arrêté proche de ce trou noir, dans une autre galaxie. Préparez-vous donc à embarquer pour la suite du voyage, qui nous mettra sur la route d'une planète aquatique bien mystérieuse et de 2 horloges complètement déréglées. Pendant qu'1 heure passe sur cette planète, sur Terre, il se passe 7 années. Jouer avec le temps. C'est quelque chose que Christopher Nolan ne cesse de faire dans ses films. Ces derniers ont en effet tous un rapport plus ou moins étroit avec cette thématique. Dans Memento, Leonard Shelby souffre d'amnésie, telle qu'elle lui font oublier son passé toutes les 15 minutes. Nolan y aborde donc le temps et la mémoire, d'une manière bien particulière. Dans The Dark Knight, l'intégralité du film est régie par les comptes à rebours, l'attention vient de ces tic-tac. Dans Inception, on se questionne sur le temps se produisant dans nos rêves, instant où notre esprit semble s'échapper de sa réalité. On aborde alors une forme de démultiplication du temps qui fait assez mal à la tête.
Dans Dunkerque, le récit nous est conté en 3 actes avec des durées bien distinctes, 1 semaine sur la Terre, 1 jour sur la mer et 1 heure dans le ciel. Et enfin, dans Tenet, c'est évidemment au concept d'entropie et de flèche du temps auquel on s'intéresse. Bref, le temps est une obsession pour Nolan, et Interstellar ne fait pas exception à la règle, bien au contraire, puisque dans ce film, cette fois-ci, c'est au temps physique que s'intéresse Christopher Nolan. Car oui, le temps, c'est quelque chose qui est inscrit dans le code source de notre univers, et ce dernier, au cours du XXe siècle, on lui a trouvé des propriétés assez surprenantes qui sont largement exploitées dans le film. Jouer avec le temps, c'est donc possible grâce aux sciences, mais pour comprendre comment et pour être conscient de la vraie nature du temps, il nous faut faire un peu d'histoire. Avant toute chose, disclaimer, mon idée avec les concepts scientifiques que je vais vous présenter, c'est surtout de comprendre le fond des choses. La rigueur manquera peut-être parfois, mais l'important, c'est d'avoir du contexte. Bref, vis-à-vis de ce critère des 7 ans égale 1 heure, qui sera le fil rouge de ma vidéo, mon premier objectif, c'est de vous faire comprendre comment la gravitation peut affecter le temps. Car oui, c'est bel et bien autour de cette simple idée que tout le film est construit. Et pour comprendre cette idée, la première chose à assimiler, c'est que le monde est mathématique. Dans ce cadre, décrire l'univers au plus juste revient à comprendre comment mathématiquement, avec les bonnes formules, les bonnes équations, il est possible de retranscrire tout ce qu'on observe autour de nous. Typiquement, on voit que la Terre tourne autour du Soleil. L'enjeu, c'est alors de comprendre comment on peut modéliser ce mouvement de notre planète autour de son étoile et le décrire au plus juste avec des équations. Et ça suppose de pouvoir décrire les corps célestes dans l'espace et le temps. Ainsi, avant le XXe siècle, la vision qu'on se faisait de l'univers était assez intuitive. L'espace était vu comme une sorte de grande toile uniforme sur laquelle sont disposés les corps célestes, tout ce qui constitue l'univers. Et le temps était vu comme une grande horloge commune à tout l'univers, qui s'écoule de la même manière pour tous de partout. Puis, sur ce terrain de jeu, pour représenter mathématiquement ce qu'il se passe entre ces corps, Isaac Newton avait établi ses lois de la gravitation, qui prédisaient que les corps célestes généraient des forces gravitationnelles à distance de par leur masse. Des forces dont l'action influençait justement le comportement des astres les uns par rapport aux autres. C'était alors pour cette raison que la Terre tournait autour du Soleil. C'était parce que d'une certaine manière, ce dernier la retenait via l'action à distance qu'il exerçait sur elle de par sa masse. Mais, des limites furent observées à ces descriptions. Déjà, des limites sur nos conceptions de l'espace et du temps. En effet, ces derniers ne paraissaient finalement pas absolus. Il semblait que dans certaines conditions, ils soient relatifs, qu'ils puissent dépendre du référentiel depuis lequel on les observe. C'est ainsi qu'il fut jugé pertinent de se dire qu'au lieu de les voir comme uniformes de partout, il valait peut-être mieux que d'une certaine manière, chaque objet possède son propre temps et son propre espace pour être décrit au mieux. À ce stade, vous me voyez venir. C'est bien dans cette dynamique, celle de combler les failles de la théorie de Newton, qu'au début du XXe siècle, un certain Albert Einstein aura à cœur de tout repenser. Sa mission dès lors, développer une meilleure théorie, une meilleure description mathématique du monde aux grandes échelles. Et pour ce faire, il lui a fallu commencer par complètement changer de méta, par voir les choses différemment. Cette nouvelle méta, c'est le concept d'espace-temps. Einstein propose alors de ne plus voir la gravitation comme une simple force à distance, une force qui attire les corps, mais plutôt de la voir comme une manifestation qu'on observe dans la structure même de l'univers. La gravitation semble alors plus résulter de la géométrie même de l'espace-temps. Elle résulte en fait de la manière dont les corps qui l'occupent courbent ce tissu d'espace-temps. Et dès lors, on comprend bien que pour décrire cette idée, il nous faut bien forcément 2 choses. Un tissu d'espace-temps, la structure sous-jacente, et les corps célestes qui l'occupent, à savoir 2 entités distinctes mais intrinsèquement liées, puisqu'elles agissent l'une sur l'autre. Comme si d'un côté l'espace-temps disait à la matière comment elle peut bouger, et que de l'autre, la matière disait à cet espace-temps comment il peut se déformer. Voilà l'essence même de tout ce sur quoi cette nouvelle représentation mathématique du monde se base. Une représentation qui bien sûr a été décrite par toutes sortes de formules géométriques et d'outils mathématiques très complexes, mais qui se retranscrit très bien dans une seule équation, l'équation d'Einstein. Une équation qui justement établit une égalité entre le contenu de l'univers, les corps célestes qui l'occupent, et son contenant, l'espace-temps lui-même, la structure sous-jacente. C'est donc cette équation qui nous dit comment le déplacement de ces corps massifs, qui ne sont autres que des densités d'énergie, elle va de pair avec la déformation de la géométrie de l'espace-temps. Cette nouvelle représentation mathématique du monde, une fois formalisée par des équations, elle portera le nom de relativité générale et elle sera publiée par Albert Einstein en 1915. Quoi les amis, c'est la relativité ? Oui, on arrive à notre problème d'horloge, on arrive à Murphy et Cooper, mais avant, il paraît important de constater quelque chose induit par tout ce que je viens de décrire. D'après ce qu'on a pu voir avec la relativité générale et ce qu'elle implique, plus un objet contiendra une forte densité d'énergie, s'il a par exemple une grande masse, et bien plus la gravitation qu'il engendrera sera forte et se matérialisera donc par une déformation importante de l'espace-temps proche de lui. On en tire ainsi ce constat essentiel pour parler d'Interstellar. Une forte gravitation induit une grande déformation du temps. Ainsi, en poussant l'expérience à l'extrême, on peut se rendre compte que théoriquement, il peut exister des corps si denses que la gravitation qu'ils induisent entraîne des déformations quasi infinies de l'espace-temps en certains points.
Proche de ces corps célestes, qu'on appellera des trous noirs, se dessinent alors des délimitations. Les déformations sont alors telles que plus on s'approchera du centre du trou noir, plus l'espace-temps sera étiré. Un phénomène qui s'intensifie au fur et à mesure qu'on s'approche du centre. Comme si graduellement, jusqu'à l'horizon des événements, cette limite qu'on ne peut pas dépasser car les lois de la physique ne décrivent pas ce qui se passe au-delà, eh bien les propriétés de l'espace-temps s'éloignaient de plus en plus de celles qu'on connaît sur Terre par exemple. Et cette description que je viens de vous faire, on peut bien sûr la reproduire sur le trou noir auquel on fait face dans Interstellar. Gargantua. En violence. Ainsi, plus on s'approchera de l'horizon de Gargantua, plus le temps sera dilaté, et plus il va sembler s'écouler lentement. Mais maintenant, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que dans cette zone où l'espace-temps est si caractéristique proche de Gargantua, eh bien on retrouve une planète. La planète aquatique Miller. Ce sont pas des montagnes. Ce sont des vagues. Et sur cette planète, si proche du trou noir qu'elle en subit les conséquences qu'on a décrites, eh bien le temps s'écoule d'une manière bien particulière, puisqu'il s'écoule environ 60 000 fois plus lentement que sur Terre. Pour réaliser ce que ça implique, on va prendre un cas très simple et très parlant, celui du film. Ce que je veux dire par là, c'est que pendant que Murphy est sur Terre, Cooper est sur la planète Miller. Et l'un comme l'autre sont équipés d'une montre, car oui, pour rappel, Murphy et Cooper, avant leur séparation, s'étaient échangé des montres. Une pour toi, une pour moi. Donc, d'après ce qu'on a dit, si depuis la Terre Murphy pouvait voir Cooper, il lui paraîtrait presque immobile, il semblerait ne plus bouger. Alors que dans le même temps, Cooper, sur la planète Miller, aurait juste l'impression de vivre normalement, il serait en train de se mouvoir dans l'espace-temps de manière insouciante, comme si de rien n'était. Mais Murphy, toujours sur Terre, vieillit, les années passent, son père lui manque. Et quand elle regarde en direction de la planète Miller où il se trouve, elle le voit toujours à peine bouger, comme si la géométrie de l'espace-temps du haut trou noir l'avait figé sur place. Ou plutôt, comme si elle l'avait considérablement ralenti. Car oui, Cooper bouge pour Murphy, mais Cooper bouge très lentement. Si lentement qu'en 3 petites heures passées à proximité de cette planète, ressenties comme telles pour lui, se sont écoulées pas moins de 23 années sur Terre. On comprend alors mieux la symbolique de cette scène où Cooper avait remis une montre à sa fille. S'il l'avait fait, c'est parce qu'il pressentait quelque chose, il sentait que quelque chose l'attendait là-haut. Quand j'irai à la vitesse de la lumière, ou près d'un trou noir, le temps va changer pour moi. Il va s'écouler plus lentement. Mais bien sûr, Murphy était trop jeune. Cooper ne pouvait lui expliquer plus précisément ce qui allait se passer. Mais vous connaissiez la relativité. Ma fille avait 10 ans. Les théories d'Einstein, elle était trop jeune pour que je lui apprenne. Malgré tout, Cooper avait vu juste. Alors que lui n'a pas vieilli, la Terre a quant à elle bel et bien vu du temps s'écouler, comme en témoigne le visage de Romy, sur lequel le temps a laissé une marque que l'on n'efface pas. Et tout ce temps qui s'est écoulé, il est perdu à tout jamais. Car la dimension temporelle, telle que l'a décrite Einstein, peut certes subir des effets relativistes impressionnants, il peut se dilater fortement, mais le temps ne peut pas s'écouler en sens inverse. Son axe est orienté, et il s'écoule inexorablement vers le futur. Le temps est relatif, ok? Il peut s'étirer ou se contracter, mais en aucun cas il ne peut faire marche arrière. En aucun cas, non. Et la seule chose qui soit en mesure de traverser les dimensions telles que le temps, eh bien, c'est la gravité. Ainsi, quand Cooper pense à tout ce temps volatilisé, ou plutôt quand il en constate les effets, tu m'as dit un jour qu'on aurait peut-être le même âge, le jour où tu reviendrais. eh bien le choc ne peut faire que très mal. J'ai l'âge que tu avais quand t'es parti. Et là où la réalisation de Nolan frappe fort avec cette angoisse liée au phénomène temporel observable, c'est dans la mise en scène sonore de cette scène qui se déroule sur la planète Miller. Écoutez bien. Le son qu'on entend dans cette scène, c'est celui d'une horloge, celui du temps qui passe, un tic-tac qui résonne toutes les 1,25 secondes précisément. Pourquoi ce délai précis entre chaque tic-tac de l'horloge ? Tout simplement parce qu'en 1,25 secondes passées sur la planète Miller, c'est approximativement un jour qui s'écoule sur Terre. Avec tout ça, on la tient à notre intrigue liée au temps physique pour Christopher Nolan. Ainsi, maintenant qu'on a compris comment c'était théoriquement possible de jouer avec le temps physique, il est l'heure de quantifier tout ça, de s'intéresser à ce fameux critère des 7 ans égale 1 heure et de voir comment Kip juge qu'un tel critère pourrait être réalisable dans notre monde. Ce qu'on a vu jusqu'ici, c'est que de par la nature de l'espace-temps, il est possible pour un corps situé proche d'un trou noir de subir une certaine dilatation du temps. Mais là quand même, on parle de 1 heure passée sur une planète équivalent à 7 ans sur Terre. C'est pas une petite dilatation, c'est un rapport d'un facteur 60 000 dont on parle. Un critère qui d'ailleurs, comme le raconte Kip, était vraiment non négociable dans la création du film pour Christopher Nolan. C'est-à-dire qu'un beau jour, lors de l'écriture, ce dernier il va voir Kip Thorne et il lui dit « Ouais c'est bien dilatation du temps tout ça, moi je veux 1 heure égale 7 ans comme dilatation ». Ce à quoi Kip lui répond « Ok, tu veux pas un truc un peu plus light, je sais pas, une dilatation moins
Non, 1 heure égale 7 ans, ni plus ni moins, débrouille-toi. Ok. Oui, c'était non négociable, et suite à ça, comme il le raconte, Kip a passé toute la nuit à faire des calculs, à voir les paramètres sur lesquels il pouvait jouer, à faire des simulations, et ce BG, il a finalement trouvé une solution. Une solution qui justement a été trouvée en jouant sur 2 paramètres, que je vais très bientôt vous révéler, mais avant ça, la première réflexion à mener c'est de se dire, ok, pour vérifier le critère de dilatation du temps, on veut mettre une planète à côté d'un trou noir, mais est-ce que c'est possible même ? En soi, la question semble légitime, parce que de base, ça paraît pas friendly un trou noir. Dans l'imaginaire collectif, ça fonctionne un peu comme dans Agar.io, en mode tout ce qui s'en approche et qui est plus petit que lui, bah il le gobe afin de grossir, non ? Alors non, c'est plus compliqué que ça, et il se trouve que oui, on peut mettre une planète proche d'un trou noir. En effet, malgré leurs propriétés bien spécifiques, il faut tout de même voir les trous noirs comme des corps célestes ordinaires d'une certaine manière. C'est-à-dire que le Soleil, typiquement, on peut mettre des planètes proches de lui, et ces planètes, elles seront alors en orbite autour de ce dernier. Et quand je dis qu'il faut considérer le trou noir comme un corps céleste ordinaire, ce que je veux dire, c'est qu'il peut lui aussi, de par son influence sur l'espace-temps environnant, avoir des orbites stables qui l'entourent. Typiquement, pour nous le prouver, Kip met dans son ouvrage ce à quoi pourraient ressembler les orbites d'un trou noir supermassif tel que celui du film. Les orbites sont assez bordéliques, mais il semble bien exister des orbites stables autour de Gargantua. Ok, on a 2 premiers éléments de réponse. À présent, on sait que la configuration qu'on retrouve dans cette nouvelle galaxie de l'autre côté du trou de verre n'est pas insensée. Il est possible pour un vaisseau comme Endurance d'orbiter autour d'un trou noir et de s'aventurer à une certaine distance de ce dernier. Et surtout, il semble possible pour une planète d'avoir une orbite très proche d'un trou noir, et donc d'en subir les conséquences niveau espace-temps. Mais alors quand je dis que ce visuel correspond à ce qu'on observerait pour un trou noir comme Gargantua, qu'est-ce que j'entends par un trou noir comme Gargantua ? Bah justement, c'est là que réside toute la question. Et la réponse, c'est que j'entends de 1, un trou noir qualifié de supermassif, puisque son périmètre est vraisemblablement de 1 million de kilomètres et que sa masse est d'une centaine de masses solaires. Et j'entends de 2, un trou noir qui tourne vite, très vite, puisque d'après Kip, sa vitesse devrait être de 0,99999, etc. fois la vitesse de la lumière. Oui, c'est énorme, ça fait même dépasser le critère du moment cinétique maximal que peut avoir un trou noir. Je vais pas forcément détailler pourquoi, mais en gros, c'est légèrement trop. Bref, passons. À ce stade, on sait mieux ce qu'on veut. On veut un trou noir supermassif, en rotation rapide. Tout dépend donc de 2 paramètres, la masse m et le moment angulaire j. 2 paramètres pour lesquels, à l'écouter, Kip semble avoir fixé des valeurs bien précises pour que justement ça marche et ça puisse permettre au final de vérifier le critère de Nolan. Enfin, il nous reste encore des trucs à voir, notamment un paramètre. Mais avant ça, nouvelle parenthèse. En fait, aussi étonnant que ça puisse paraître, ces 2 simples paramètres, ils semblent de toute façon être les seuls sur lesquels on peut jouer pour modifier les propriétés de Gargantua. En effet, il est intéressant de remarquer que même si les trous noirs se forment du fait de la mort d'étoiles s'effondrant sur elles-mêmes, et bien quand ces étoiles ont terminé leur transformation, elles ont totalement perdu leur identité d'étoiles. Elles ont abandonné tous les autres paramètres qui les régissaient. À présent, elles ne sont plus qu'une masse et un spin, et donc dans sa vie future, cette ancienne étoile, nouveau trou noir, ne cessera d'être régie par ces 2 seuls paramètres, en perdant au passage toute l'identité et les autres informations des corps célestes qu'il a aspirés. Je trouve que quand on la réalise, c'est une idée assez forte qui connote un peu au caractère fondamental de ce type de corps céleste. Le théorème de Calvici. J'ai pas dit ça en mode random, rassurez-vous, c'est le nom du théorème qui retranscrit l'idée que je viens de décrire. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, mais si on l'appelle comme ça, c'est parce qu'un trou noir, on dit qu'il a pas de cheveux. C'est la formule qu'a utilisée John Wheeler, un physicien américain, pour retranscrire l'idée qu'il n'y a pas 10 000 choses à prendre en compte pour décrire un trou noir avec la relativité générale. Il n'y a pas de cheveux. C'est simple comme un crâne. Genre t'as juste 3 paramètres qui décrivent le trou noir. Oui, il peut y en avoir 3 en fait. Il y a déjà la masse m et le moment cinétique j comme on les a évoqués, et enfin il y a aussi la charge électrique q. Mais cette 3e, on va pas forcément s'y arrêter pour ce qu'on cherche à faire. Maintenant, pour un peu boucler la boucle et comprendre mieux d'où vient ce constat, celui du théorème de Calvici, faut se dire la chose suivante. L'équation d'Einstein, que je vous ai montrée tout à l'heure sans la détailler, elle est très complexe à résoudre, tu t'en doutes. Genre mathématiquement, les solutions, elles requièrent des outils assez poussés. Et justement, une des solutions de cette équation se trouve avec la métrique de Kerr. Cette métrique, c'est la géométrie d'espace-temps qu'on se doit d'utiliser dans les calculs pour les trous noirs de masse non nulle qui ont une vitesse de rotation, donc ceux comme Gargantua quoi. Et donc, quand on regarde les paramètres présents dans cette solution, cette métrique, on se rend compte qu'en enlevant les constantes, on n'a que 2 variables en fait, la masse m et le moment cinétique j. Voilà pourquoi on dit que ces 2 seuls paramètres sont suffisants. D'ailleurs, pour info, ce type de trou noir, donc un supermassif qui tourne, on l'appelle un trou noir de Kerr. Parce que c'est le physicien Roy Kerr qui a découvert la solution de l'équation d'Einstein dans ce cas d'un trou noir en rotation non chargée. Bref, en assimilant cette idée, on comprend que pour trouver la fameuse solution qu'il a cherchée toute la nuit après sa discussion avec Nolan, Kip a dû fixer les valeurs de cette masse et de ce moment pour obtenir un trou noir dont certaines des orbites pouvaient vérifier le critère des 1 heure passée ici égale 7 ans passés sur Terre.
D'une certaine manière, en conditionnant la nature de Gargantua avec ses paramètres, il a conditionné ses orbites potentielles. Et justement, ces orbites, c'est la dernière chose qu'il nous reste à voir. Oui, il est bel et bien l'heure de mieux cartographier le voyage de Cooper dans cette autre galaxie en représentant sur un schéma l'environnement proche de Gargantua. Et pour ce faire, je vais comme Kip dans son livre, utiliser cette représentation pour notre trou noir. Elle est discutable certes, mais elle permet de bien visualiser les choses, donc on la prend. Sur ce schéma, on va donc devoir placer plusieurs orbites, et chacune d'entre elles correspondra à un des éléments qu'on voit dans le film. C'est parti. Alors déjà la première, tout en bas, c'est l'horizon des événements, la limite à ne pas dépasser pour ne pas sombrer dans le trou noir. Celle au-delà de laquelle on peut trouver une orbite critique, à savoir la dernière orbite acceptable avant de sombrer dans Gargantua. Celle qui d'après Thorne est vraisemblablement occupée par Tars à la fin du film, qui certes orbite très proche du trou noir, mais n'y a pas sombré, tant il est capable d'échanger des informations avec Cooper. Car je vous rappelle que si on dépasse l'horizon, plus rien ne sort, même la lumière. Et ensuite, les deux autres orbites, elles sont très importantes pour nous. Car nous, qu'est-ce qu'on veut? Eh bien on veut deux orbites répondant à des critères bien précis. Déjà on veut une orbite assez éloignée, en mode suffisamment éloigné pour que l'espace-temps ne l'affecte pas, de sorte à ce que sur cette orbite, le temps s'y écoule à peu près au même rythme que sur Terre. Dans le film, cette orbite ce sera donc la zone de parking sur laquelle stationne Endurance, vaisseau dans lequel est resté Romilly. Un personnage qui vieillit donc de 23 ans, 4 mois et 8 jours pendant que Cooper et Amelia Brand étaient en mission sur la planète Miller. Combien d'années? Là, ça doit faire... 23 ans, 4 mois et 8 jours. Et enfin, l'autre orbite qu'on veut, c'est celle pour laquelle Kip s'est creusé la tête, celle qui justement se situe si proche de Gargantua que le temps y est dilaté d'un rapport 60 000 par rapport à la Terre. Enfin, c'est du bonus, mais voici ce à quoi devrait ressembler l'orbite de la planète Mann, à savoir l'autre planète qu'ils explorent dans le film, celle où se trouve le professeur Mann. Et si cette orbite elle est comme ça, c'est parce que la planète Mann, il y a des moments où on sait qu'elle est très proche de Gargantua, et d'autres où on sait qu'elle s'en éloigne assez loin. Ça c'est une interprétation qu'on peut faire vis-à-vis de ce qu'on entend dans le film. Genre au début, à propos de cette planète Mann, Doyle il dit que ça prendrait trop de temps d'y aller dans l'immédiat. Bon écoutez, les données du Dr Mann sont prometteuses, ok? Mais il nous faudra des mois pour le rejoindre, et la planète Edmunds est encore plus loin. Genre qu'elle est située loin de Gargantua, et qu'il vaut donc mieux d'abord aller sur la planète Miller, qui elle est forcément tout le temps proche. Celle de Miller est sur son horizon. Comme un ballon de basket qui tourne sur le cercle. Et ensuite, ce qui nous dit que au contraire, à certains moments, la planète peut être proche du trou noir, c'est le simple fait que après avoir quitté cette planète Mann, genre quand le vaisseau Endurance est en détresse, à ce moment-là, on est proche de Gargantua, parce que l'équipage se rend compte que leur vaisseau subit justement grandement l'influence de ce dernier. Bref, petit autre exemple sympa du type d'orbite qu'on pourrait retrouver proche d'un tel trou noir, une orbite qui fait d'ailleurs un peu penser à celle que fait la comète de Halley avec la planète Terre, qui pour rappel a cette forme, une forme qui explique que pour nous, la comète est visible uniquement tous les 76 ans. Vivement donc 2061 pour qu'on la voie à nouveau. Voilà, avec tous ces exemples, on a bien compris ce sur quoi Kip avait dû jouer dans ses simulations pour créer la configuration demandée par Nolan. Ainsi, sur le papier en tout cas, d'après Kip, ça semble possible d'avoir une orbite stable qui respecterait le critère de la planète Miller sur notre trou noir. Mais même si sur le papier ça semble ok, la réalité de tout ça, elle paraît tout autre. Cette orbite, elle impliquerait en effet des phénomènes si aberrants qui nous feraient comprendre pourquoi ce qu'on observe dans Interstellar semble finalement littéralement impossible en vrai. Oui, il va être l'heure d'explorer les conséquences extrêmes de la configuration qu'on a présentée. Et quand je dis extrême, je pèse pas mes mots, parce que ce dont on va parler, c'est de planètes ayant des temps de révolution sur leurs orbites de quelques secondes, c'est de forces si intenses qu'elles peuvent te transformer en ficello, ou encore, c'est de grosses vagues de plusieurs kilomètres de hauteur. Est-ce que c'est bon pour vous? Ok, tout ça ce serait en fait dans une partie 2 que j'en parlerai, donc dites-moi en commentaire si ça vous chauffe, et puis si c'est le cas, ça va parler force de marée, fronde gravitationnelle, plein de thématiques jamais abordées sur la chaîne quoi. Enfin calmons-nous, pour l'instant j'ai juste des idées listées mais pas de script, donc malheureusement ça va pas sortir très vite je pense. D'autant qu'en ce moment je vous le cache pas, j'ai un peu de mal à charbonner sur les vidéos. Il fait très beau, l'été arrive, je passe déjà beaucoup de temps enfermé avec mon taf de bureau, donc j'ai vraiment besoin de prendre du temps pour moi aussi. Enfin voilà, à vrai dire j'hésite même à travailler de mon côté sans rien sortir cet été et revenir plus fort à la rentrée en septembre. Je vais voir ce que je vais faire, mais je pense que c'est une option. Je sais que c'est pas une année très prolifique pour l'instant, mais je me mets pas la pression et je pense qu'éventuellement on peut rattraper ça en fin d'année. Sur ce, je vous invite à aller consulter les produits proposés par Allscairn, le partenaire du jour, il propose de belles choses donc faites-vous plaisir. Et enfin je vous invite à aller follow le TikTok, au moins là-bas je sors des petits trucs mais plus souvent. Allez, on finira là-dessus, mais sachez que si vous aviez commencé à regarder cette vidéo sur la planète Miller, il se serait déjà écoulé ce temps sur Terre depuis. C'était Gotabor, out.